Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Oui, hey Will, c'est très beau ce que tu portes aujourd'hui. Rog, j'aime ta casquette. Ah, merci. En fait, on a reçu nos premiers échantillons On va dire les échantillons finaux. finaux. Oui, exactement, parce que pas du tout les premiers échantillons. Ouais. Et pourquoi j'en porte pas, c'est parce qu'on n'avait pas commandé de large. Non, mais honnêtement, je suis super content de la qualité. J'étais allé dans un événement de golf hier. Beaucoup de gens m'ont parlé le look qu'ils aimaient, mais surtout la qualité. Puis vous allez le voir, là, mais que ça sorte, là, vous allez pouvoir les toucher. Très fier de notre produit. Oui, évidemment, on parle de notre compagnie Crown, de vêtements de golf. Là. Ouais. On n'a comme pas mentionné, mais vous auriez compris ceux qui nous suivent régulièrement. Donc, cette semaine, à 2 laits 1 sucre, on a reçu David Hervieux, puis j'étais encore un peu sous le choc de l'entrevue. Là, j'ai pas encore compris comment on pouvait traverser le fleuve avec l'intelligence artificielle, mais je vais réécouter le bout. Là. David Hervieux de Dévolution, en fait, le président fondateur de la compagnie. Pour vrai, une des personnes les plus intelligentes avec qui j'ai parlé. Ouais. Pour vrai, je suis encore un peu étourdi. Non, pour vrai, vous allez aimer l'entrevue. On a abordé beaucoup. Là, on a vraiment plongé dans le sujet aussi de l'intelligence artificielle, qui pour moi était un sujet super important et surtout intéressant. En plus, on a parlé de son parcours, d'où ce qu'il devient et tout. Là, c'était super intéressant. J'espère que vous allez aimer l'épisode comme nous, on a aimé à le faire. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Roger Will. Salut David. Hey, salut, ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Écoute, David Hervieux, je suis super content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Écoute, premièrement, merci de ta présence. On voudrait, en fait, on t'explique un peu le podcast avant, un peu le principe, c'est quoi? Tu sais, nous, on a interviewé des entrepreneurs de la région, on veut savoir un peu leur parcours, un peu leur entreprise et tout ça. On aimerait ça, en fait, en connaître sur toi en premier lieu. Oui. Sur qui est David Hervieux? Bon, ben, pour commencer, je m'appelle David Hervieux, président fondateur de Dévolution. Dévolution, on est une entreprise technologie basée à Lavaltrie. Je suis bien sûr né à Lavaltrie. Je ne serais pas assez idiot pour faire une compagnie de tech dans un... C'est une ville, là, mais on va appeler quasiment ça Un village. une petite... Ben non, je dirais pas un village Ok, quand même. ok, Hein? ça. On a l'essentiel Dans les d'une 10 ville. dernières là. années, Ça a quand même boomé. Là. Ouais. Mais dans le fond, c'est une compagnie qui vend partout à l'international. Je vous explique ça rapidement parce que ce n'est pas nécessairement pertinent, là, mais nous, c'est des logiciels de tout ce qui est gestion de mots de passe, gestion des accès à distance, donc se connecter d'ordinateur en ordinateur, et gestion des accès privilégiés. C'est nos produits, on n'offre pas de service, on ne répare pas d'ordinateur. Ça, c'était une partie de ma vie au début quand on a fondé Dévolution. Les gens pensaient qu'on offrait des services informatiques, mais on n'est vraiment pas là-dedans, c'est logiciel. On est dans 140 pays. Je dirais qu'on est chanceux, on a quand même 60 % de nos ventes qui sont en Europe, une grande partie aux États-Unis, puis peut-être un 3 % au Québec, peut-être un 5-6 au Canada. Là. Fait qu'on est assez diversifié. Puis si on commence ton parcours entrepreneurial, ça Oui. part où exactement? C'est quoi qui t'a emmené là-dedans? C'est quoi qui te passionnait là-dedans? J'ai toujours... Ben, moi, mon background, c'est programmeur. Fait que j'ai toujours été dans l'informatique. J'étais supposé de m'en aller vers d'autres choses, vers les sciences de la santé. Puis j'ai bifurqué à un moment. Je me suis allé en enseignement de l'informatique et de l'économie au secondaire. C'est un bon bif. Ouais, Oui, ça, c'est- oui, mais le vrai bifurcage, c'est quand ils ont annoncé qu'ils coupaient l'économie et l'informatique du curriculum du secondaire. À un moment, le gouvernement voulait couper, puis il ne voulait plus fournir des ordinateurs dans les écoles. Puis là, ils disaient, ben, les gens sont tous habitués à avoir des ordinateurs, fait qu'on coupe ça. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est revenu là avec Monde contemporain, mais à un moment, ils ont enlevé complètement l'économie. Fait que moi, je me suis retrouvé que j'étudiais en enseignement au secondaire, puis mes deux disciplines principales, ils étaient plus pertinentes, mais tu pouvais devenir prof de n'importe quoi. Donc là, j'ai vraiment bifurqué vers l'informatique. Puis, de fil en aiguille, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose en informatique, une compagnie. Fait qu'assez rapidement, j'ai fait mes classes, puis assez rapidement, j'ai incorporé, puis j'ai essayé de faire quelque chose, là, mais ça a été long avant que ça fonctionne. C'est pas facile. C'est pas Non, facile. probablement pas. C'est quoi qui te passionne en informatique? Ben, la compagnie s'appelle Dévolution. Puis c'est drôle comme nom bizarre, tu sais d'où ça vient, mais c'est développement et évolution. Moi, j'ai toujours trippé sur... dans notre société, on dévolue tout le temps. Tu sais, vous remarquerez comment les modes reviennent puis on réinvente. Là. D'après moi, on est sur le bord de revoir le fluo. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, tu vois, ça part... À un moment donné, les années 70, c'était pantalon, patte d'éléphant. À un moment donné, t'as l'air...
weird, là, ça revient. Tu sais, on a toujours l'impression qu'on a du nouveau, mais c'est toujours la même chose. Pantalon, patte d'éléphant, il est en train de revenir, là. Ben, sûrement, là, on est dû. Non, là, on le est voit, dû. là. Oui, ben c'est ça, tu sais, en skinny, à un moment donné, Ouais. baggy, le linge, tu sais, on le voit dans... C'est plus facile de le voir dans la mode, Ouais. mais c'est tout le temps la même chose. Moi, j'ai connu une mode où très bien habillé, puis tout de suite après, c'était la partie Nirvana, grunge, tu sais, qui était tu voyais au cégep, là, tu voyais vraiment 2 générations, là, c'était flagrant. Ceux qui arrivaient en première année puis ceux qui étaient déjà au cégep, là, il y avait vraiment un changement de style. Puis en informatique, c'est super pertinent parce que à un moment, dans les années 50, 60, 70, c'était des gros serveurs avec des mainframes que les gens se connectaient avec un terminal puis un écran noir. Après ça, c'est devenu les PC, où ce que tu as les ordinateurs, tout le monde avait son PC. Puis on est revenu au mainframe, mais on a appelé ça Internet, parce que dans le fond, l'Internet, c'est une page sur plein de serveurs. Puis on est revenu au PC avec nos téléphones cellulaires. Fait que c'est toujours remixé tout le temps comme ça. Puis ça a toujours une petite évolution. Fait que c'est pour ça la dévolution, c'est on revient. Dans notre domaine, là, tout le monde fait des applications web. Puis nous, on va complètement l'opposer. On fait des applications natives sur les différentes plateformes parce qu'il y a toujours des inconvénients d'une chose qui sont compensés, puis c'est ainsi de suite. Fait que ce qui me fait triper, pour répondre à ta question après un long chemin, attention aux questions que tu poses parce que ça peut partir longtemps. C'est parfait. C'est que ça me fait triper de voir les choses évoluer. Moi, j'aime ça. J'aime ça, tu sais, un bâtiment. Quand on achète des fois une bâtisse, là, j'essaie de la sauver avant de l'acheter à terre. Parce que c'est ben trop facile de partir à zéro versus essayer de prendre un bâtiment puis en faire quelque chose. Fait que ça m'allume. Ouais. Puis en informatique, c'est assez facile. Ah, très cool. Puis là, bon, on va repartir un peu, là. T'étais enseignant, bon, là... Je me suis jamais rendu. t'es J'ai jamais jamais rendu. fini. J'ai lâché avant. OK. Non, Et entre là et le moment où tu as fondé ta compagnie, Oui. c'est quoi le chemin exact, là, Bon, entre les deux? exactement, là, c'est que j'ai lâché l'université avant de finir. OK. J'ai un emploi. L'avantage de l'informatique, c'est que si tu es autodidacte, si tu es curieux, tu peux te rendre très loin. C'est pas comme... Je ne veux pas le dire comme un défaut ou une qualité, là, mais si tu es ingénieur ou architecte, tu as le droit de signer. En informatique, ça n'existe pas. C'est arrivé sur le tard. Fait que l'Ordre des ingénieurs a essayé de légiférer, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que n'importe qui peut faire quelque chose, sauf peut-être si tu travailles dans le militaire ou dans l'aéronautique ou des choses comme ça, où tu as vraiment besoin d'être ingénieur. Fait que l'idée, c'est que moi, j'ai lâché l'université, mais j'ai appris beaucoup. J'ai créé mon réseau de contacts. Puis j'ai toujours performé, même si je n'avais pas fini mon université, parce que je continuais à me nourrir de connaissances. Puis c'est important de se nourrir parce que quand tu sors de l'école, tu as des très bonnes bases, mais tu as un monde de découverte. Fait que mon chemin, c'est que j'ai travaillé personnellement dans des entreprises comme employé. Puis à un moment, j'ai incorporé d'évolution. Puis j'ai essayé de faire mes premiers produits. Mes premiers produits, ils ne se vendaient pas. Si tu veux, je peux te compter mon premier apprentissage entrepreneurial, qui est quand même intéressant, qui était dans une compagnie d'informatique qui n'a aucun rapport avec l'informatique. Puis je reviendrai au reste du parcours, mais c'est quand même intéressant. On était dans une compagnie où il n'y avait pas de machine que tu mettais de l'argent. Fait que nous, on était une gang de gars qui allaient au Costco. Fait qu'on s'est dit, on va faire ce qu'on appelle le pick-a-box. C'est une boîte où ce que tu mets des chips, tu mets des choses dedans. Puis les gens mettent une pièce. C'est tous des gens du bureau. C'est sur l'honneur. Puis nous, on faisait peut-être sur le chocolat, on faisait peut-être 20 cents. Parce qu'on ne récupérait pas nos taxes. Sur les chips, on faisait peut-être 40 cents. Puis sur les biscuits, on faisait, je ne me souviens pas combien. Puis à la fin, une fois de temps en temps, on sortait un dividende de 50 $. Mais c'était le fun parce qu'on venait combler un besoin qui était, on va avoir pour une collation un chip. Mais l'apprentissage entrepreneurial super intéressant que j'ai eu, c'est que le monde nous disait « Ah, t'as rien de santé. » Mais non, j'ai rien de santé. Fait que, t'as rien de santé. Fait que nous, hey, thinking, marché, demande. Fait qu'on s'est mis à acheter des affaires santé. Fait que là, on allait voir le monde. Hey, j'ai quelque chose de santé pour toi. Ah non, désolé, j'ai déjà mes légumes, j'ai déjà mes choses. Fait que qu'est-ce qui est arrivé avec les choses santé? Ils ont passé date. Ils ont passé date. Je sais, je suis là-dedans. T'es là-dedans, hein? Ah, c'est drôle, Ouais. hein? Fait qu'à un moment donné, le monde, fait qu'on les a tous scrappés. Puis là, on a changé. Puis là, on a eu notre leçon. Puis là, les gens me disent, voir, t'as rien de santé? Non. T'as une journée de merde, viens chercher une palette de chocolat. Target Market. Ouais. À un moment donné, là, moi, je vends du bonheur. Je vends pas des affaires santé. Fait que c'est ça l'apprentissage que j'ai eu, c'est que c'est pas parce que les gens le demandent
qui vont l'acheter. Absolument. C'est terrible, terrible, parce que ça fait que c'est tellement difficile en entrepreneuriat de trouver quelque chose. Puis tout ce que tu crées existe. Une technologie de rupture, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un restaurant. Tout le monde est capable de créer un restaurant, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir avec ton restaurant. C'est beaucoup plus subtil, l'entrepreneuriat. Tout se joue dans l'exécution. Parce que tu as beau avoir les meilleures recettes de ta grand-mère pour faire un restaurant, tu as la compétition. Puis l'autre affaire, c'est que si je te pousse, tu me pousses. Fait qu'il y a toujours une espèce de résistance. Fait que c'est très, très difficile d'anticiper. Ça, c'est mon premier apprentissage entrepreneurial. Fait que moi, pour faire une suite, là, puis vous laisser parler, à un moment, j'essayais de faire des produits qui ne fonctionnaient pas. Ils fonctionnaient, mes produits, mais ils ne se vendaient pas. Ouais. Puis, j'ai décidé de faire un produit gratuit que j'utilisais pour combler mes besoins, qui permettait de connecter sur différents ordinateurs. C'était gratuit, puis je m'en servais comme portfolio, un peu comme un artiste qui dit « Regardez ce que je suis capable de faire comme programmeur, mais moi comme produit. » Puis, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a fait une demande spéciale et je l'ai faite. Et il m'a envoyé un don de 150 $. Je fais « Oh, OK. » C'est là que la première version commerciale de mon produit est sortie. Puis, le différenciateur de la version gratuite et commerciale, c'était support personnalisé, email ou téléphone. J'avais pas une fonctionnalité. Puis tranquillement, de là, on a bâti. À cette époque-là, ce produit-là se vendait 19,99 $. Maintenant, il se vend 360 $. C'est plus le même produit, c'est une évolution. Là. On est passé d'un outil qui est devenu un produit, qui est devenu une solution, qui est maintenant une plateforme. Ouais. Mais quand même, il y a eu toute une évolution au niveau entrepreneurial de pouvoir changer. Okay. Je laisse poser d'autres questions parce que je peux faire... C'est facile, les entrevues de même, j'apprends à tous les jours. Là. Absolument. Puis là, en ce moment, qu'est-ce que tu vois pour l'évolution de l'évolution? Là? C'est quoi le next step? En fait, mettons, je vais replacer un petit peu d'évolution. On est 250 employés. Okay. On a un bureau à Ottawa, un bureau aux États-Unis, puis on vient d'ouvrir il y a 3 semaines notre bureau à Malaga, en Espagne. On est très international. Et puis, il faut continuer là-dessus parce qu'on joue quand même contre des gros joueurs. Nous, on est self-funded, fait qu'on n'a pas de capitaux externes. On joue contre des compagnies qui ont beaucoup de moyens. On jase avec toutes ces private equity-là. Tu sais, la différence entre un VC et un private equity, le VC, c'est du venture capital. Il va être là au début d'une entreprise. Le private equity, il est là pour la croissance du growth equity. Fait qu'il il va mettre 100, 250 millions, va prendre 10-20 % de ta compagnie. Mais lui, dans 5 ans, il est sorti. Fait que c'est de la grosse game. Là, je vais sortir mes vieilles affaires, là, mais c'est mon meilleur exemple. As-tu déjà vu Pretty Woman? Pretty Woman, oui. Richard Gere, c'est un trou de cul. OK? Tu sais, lui, il achète des compagnies, il morcelle, ça a l'air bien cool, c'est tout à l'eau de rose, mais c'est ça que les private equity font. Il achète des compagnies, il morcelle, il remet. Tu te souviens, là, à un moment donné, il y a un Alléluia, il devient gentil, mais il avait acheté avec le monsieur, c'est ce qu'ils font. Donc, le danger, la grosse compétition, c'est comment continuer à grossir, comment continuer à la résistance qu'on a, puis comment performer, à continuer à avoir une croissance. Parce que dans notre société, il y a 2 choses très difficiles. Premièrement, si ton ami se part une entreprise, tu vas aller l'encourager, n'est-ce pas? Oui, absolument. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Un rabais. S'il y a un moment où il faut que tu payes 10 % plus cher, c'est quand ton ami part son entreprise. Ouais. C'est pas le temps d'aller lui demander un rabais. Il est à la gorge, il est en train de saigner. C'est ça l'entrepreneuriat. OK? Tu es là-dedans, hein? On en parle, tu sais. Mais ça, c'est la culture québécoise. Okay? Veut pas, en fait, culture humaine, je dirais, parce que je pense pas que c'est juste québécois. Ah non, c'est humain. Je pense que c'est le réflexe. Là. Hey, je connais le propriétaire, il va bien m'aider, tu sais. Mais au contraire, quand tu commences, la vraie manière de l'encourager, c'est pas de demander un rabais, c'est de le payer plein prix. Exactement. Ça, il faut changer un petit peu ça parce que les gens sous-estiment à quel point c'est difficile l'entrepreneuriat. On va regarder ce segment-là. Très important. On le montre à tous nos amis. S'il te plaît, on va le monter à tout le monde. OK. Ensuite, c'est pas nous qui le dit. Non, c'est ça. Moi, mais je suis peut-être pas crédible. Ensuite, l'autre problème, c'est que, mettons, nous, on est une compagnie qui a une forte croissance puis une forte profitabilité. Fait que si je vais voir, mettons, le gouvernement demander de l'argent, ou même quelqu'un va me dire « Pourquoi tu prendrais de l'argent? » Mais toi, tu veux donner de l'argent pour une croissance au cave qui va la brûler ou à celui qui va te la faire fructifier? Mais naturellement, tu vas aller voir l'entreprise qui brûle l'argent en disant « On a besoin. Ouais. » Nous, ça fait des années, on a toujours été profitable, on fonctionne en étant profitable, puis on s'est bâti une structure pour créer cette espèce de comment je dirais, limitation
qui est naturelle et artificielle à la fois, parce que quand tu as trop d'argent, tu dépenses de façon idiote, puis quand que l'économie se resserre, tu n'es pas habitué à être diligent dans tes dépenses. Fait que, tu sais, c'est une espèce d'ambivalence, parce que souvent, on n'en a pas d'argent, puis c'est quand on n'a pas besoin d'argent, mais sauf que si on en avait, on pourrait le faire fructifier pas mal plus que certaines entreprises qui perdent. Mais ça reste à contre-courant. Puis c'est de la création d'emplois aussi. C'est plusieurs choses. Quand tu donnes de l'argent à une entreprise justement, qui est en croissance, des fois, Mais il faut qu'elle soit profitable. Sinon, Absolument. elle fait juste brûler. Ça fait juste des... Tu sais, bon, c'est plate, là. Puis il faut l'essayer aussi, hein. Des lions, tu sais, il y en a. Puis c'est très difficile parce que la différence entre les Américains puis, mettons, Canadiens, Québécois, c'est que si tu parles aux Américains puis tu leur demandes c'est quoi ton pire investissement comme un private equity, il va te parler d'un investissement qu'il n'a pas fait. Moi, puis c'est une histoire que j'ai déjà entendue, il va dire, moi, j'ai reçu le plan d'affaires de Cisco. Cisco, je ne l'aimais pas, fait que je n'ai pas investi, fait que maintenant, Cisco vaut je ne sais pas trop combien de centaines de milliards. Ça, c'est l'Américain. Si tu parles aux Québécois, aux Canadiens, il va dire, moi, j'ai mis 25 millions dans une compagnie, puis 6 mois après, elle fermait. Fait que déjà, tu vois deux mentalités, défensive, offensive. Ouais. C'est quand même intéressant. Si vous voulez, on peut parler pourquoi les Américains ne perdent pas, parce que quand ils mettent de l'argent, là, c'est incroyable. Tu sais, c'est des actions privilégiées. Fait que je ne sais pas c'est quoi votre audience, là, mais eux autres, s'ils mettent 100 millions dans ton entreprise, c'est des actions privilégiées, fait qu'ils se repayent en premier. Fait que, mettons, mon entreprise, elle vaut 100 millions, ils mettent 100 millions, puis ils prennent 50 %. On fait des chiffrons. Puis l'entreprise, au bout de 5 ans, se vend 100 millions. Fait que ça fait, elle valait 200, elle est rendue à 100. Fait que ça fait 100 millions, moins 100 millions. Eux autres, ils ont repris leurs 100 millions et moi, il me reste 0. Fait que si l'entreprise se vend 300 millions, ils font 300 moins 100 divisé par 2. Fait que moi, il me reste 100 que j'avais avant. Puis eux autres, ils ont doublé leur mise. Absolument. Les autres, ils perdent pas. Ils ne perdent pas. C'est des actions privilégiées. Fait qu'eux autres, ils vont dire, moi, tu veux-tu que je mette 25, 100 millions? Pas de problème. Parce que c'est des actions privilégiées. Au Québec, on va dire, pas sûr qu'on va te mettre 5 millions parce que, tu sais, ça vaut pas ça, là. Puis un coup que les gens ont mis l'argent, là, tout le monde dit, occasion manquée. J'aurais dû investir. Quand tu parlais d'offensive, défensive, là, je pense que cet exemple-là est super concret. Oui, absolument. Puis il y a une mentalité aussi au niveau de l'argent au Québec qui est quand même un peu... c'est très tough. Ouais, c'est très tough. C'est tabou. Puis tu sais, justement, aux États-Unis, les propriétaires d'entreprises, ils se parquent dans la porte d'entrée avec le plus beau char qui n'existe pas. Ouais. Tandis que nous autres, on se parque en arrière. Ça, je suis pas là. Moi, je suis pas tellement dans le bling-bling, puis ces choses-là. Non, je comprends, mais c'est pour... Il y a moyen de faire l'humilité pareil. C'est humilité, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils montrent que il y a des... c'est valorisé. C'est valorisé. C'est exactement ça. T'sais. Par contre, un gros défaut aux États-Unis, c'est... puis là, je vais le dire de façon brutale, un riche, ça ne tiendra pas avec un pauvre. Ouais, ça, c'est pas... S'il y a un entrepreneur riche aux États-Unis, puis son chum, il n'est pas riche, c'est plus son chum. Au Québec, là, tu peux avoir un ami médecin, puis avoir quelqu'un qui est d'un autre, je veux pas nommer parce que là, ça paraît, mais je veux dire, les classes sociales se mélangent de façon beaucoup plus naturelle. C'est beaucoup plus homogène. Oui. Eux autres, c'est beaucoup... Là-bas, ça vient avec l'inconvénient de... Tu tiens que ta classe sociale. Absolument. Mais bon. Ça, c'est-tu juste très américain ou tu sais que tu ailles en Europe parce que cette mentalité-là européenne est... En France, c'est très hiérarchisé, mais je ne sais pas au niveau social. Mais au niveau entrepreneurial, c'est très... tu parles le président, puis la structure, des meetings, le président parle, des choses comme ça. Ouais, je me souviens, mon père, il a pris sa retraite, mais il était chez L'Oréal, qui est une compagnie française. Puis, tu sais, c'est très procédural là, comme méthode. Là, exactement. Là. Mais tu sais, ce qui est quand même intéressant, là, c'est très dur de vendre au Québec. Je dirais en Amérique, mais particulièrement au Québec. Parce que si tu viens me voir pour me vendre quelque chose, moi, je suis gentil, je suis Canadien. Fait que je vais te dire, j'ai pas les budgets, c'est pas le temps. Mais dans le fond, là, je suis juste pas intéressé. En France, le président français, il va dire « Bordel de merde, tu me casses les couilles avec tes trucs de merde, puis sac ton camp, je veux plus te revoir. » C'est brutal. Ouais. Mais t'as l'air juste. Fait que là, si tu ramasses au Québec, tu vas dire « si tu utilises en termes de vente le système genre premier but, deuxième but, troisième but, il est sur le bord de rentrer au marbre. » C'est pas vrai. Le gars, il n'est pas intéressé, mais il te l'a pas dit. Ouais. Ça rallonge les cycles, puis ça casse la vérité, parce qu'on est trop mal à l'aise de dire qu'on n'est pas intéressé. Nos gars sont trop blancs. Oui. Moi, je me fais un devoir de dire, puis souvent, les gens ils reçoivent ça quasiment mal. Là. Non, je suis pas intéressé.
Ça m'intéresse pas. Puis là, ils vont dire, ouais, mais tu vas sauver 10 Je dis, moi, je bâtis pas une entreprise pour sauver 10 je bâtis une entreprise pour augmenter mes profits de 25 Quand je vais le gérer, la décroissance, gérer mes économies, mais ça veut dire que je vais échouer à faire croître mon entreprise. Je te dis pas que je suis pas diligent, si je suis capable de sauver, puis à 2 coups, c'est correct, mais c'est pas le focus. Il y en a beaucoup qui focus sur sauver de l'argent au lieu d'en faire. Là, Ben, ça dépend souvent de comment tu es wired. Il y en a qui, si tu viens plus de la comptabilité, tu es habitué à avoir des bons budgets. Puis ça se fait, là, un mélange des deux. Là. C'est juste où tu mets ton effort. Là. Des fois, là, j'avais lu dans un livre une année, j'ai Grant Cardone, qui est très américain. Puis lui, t'as comme, si t'as pas moyen d'acheter telle affaire, c'est pas parce qu'il faut t'en économiser plus, parce qu'il faut t'en fasses plus. Ouais. Fait que c'est complètement l'inverse de ce que nous, des fois, on peut penser. Moi, je te dirais que c'est là-dessus que je me base beaucoup plus comme mentalité. Là. Moi, j'utilise beaucoup l'image Retour vers le futur 3. Là. Fait que je sais pas si tout le monde a vu Retour vers le futur 3, là, mais bon, il y en a bien qui l'ont pas vu. Là. Dans Retour vers le futur 3, il y a un train, puis il faut qu'il accélère le train, puis ils mettent des bûches pour accélérer le train. Okay. Moi, j'aime beaucoup ça. Dans ma vision, c'est que j'ai un train avec une voie ferrée. Ça, c'est mon plan. Puis je veux l'accélérer avec différentes initiatives. Je veux pas aiguiller le train vers d'autres choses. Ça, c'est quand ça marche plus. L'idée, c'est d'accélérer, sauf que si tu accélères trop vite, ton train, tu peux perdre le contrôle, même si tu as une voie bien tracée. Je te dirais qu'on est un peu là-dedans présentement. Là. C'est pour ça que tantôt, tu as croisé Marie-Lou. Là. Oui. Pour moi, elle, c'est un outil super important pour moi parce que justement, ça allait un petit peu trop vite là, récemment. Là, on l'a amené un peu. Pour rester en contrôle. Là. Exactement, c'est un gros défi. Il y a un autre sujet que je veux t'amener. Tantôt, tu parlais, tu aimes beaucoup l'évolution. Présentement, dans un ère où il y a une énorme évolution au niveau de l'intelligence artificielle. J'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. L'intelligence artificielle, hein, tu vas s'en parler un petit peu hors micro là, quand on allait aborder. C'est vraiment un moment charnière, selon moi, là, dans la société parce que c'est la plus grande révolution dans ce qu'on appelle les knowledge workers. Tu as eu la révolution au niveau de l'industrie, du manufacturier. Puis, c'est excessivement épeurant pour les gens. Mais ce qu'il faut comprendre... C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Aujourd'hui, vous êtes quoi? PlayStation, Xbox, Nintendo? Rien? Moi, je suis pas très gamer. Jeune, j'étais PlayStation. Bon, PlayStation. OK, mais il y a des emplois de créateurs de jeux vidéo qui existent parce qu'il y a 150 ans, il y a quelqu'un qui a inventé l'électricité. Fait que quand ils ont inventé l'électricité, c'était impossible d'anticiper des chips, des processeurs, qui allaient être alimentés par l'électricité, qui allaient devenir des consoles, qui allaient devenir des créateurs. Fait que c'est super stressant de ne pas être capable de voir l'avenir, mais l'avenir évolue rapidement. Puis l'intelligence artificielle ouvre beaucoup de choses. Et la raison pourquoi que je trouve ça intéressant en termes de société, malheureusement, je ne pense pas que notre système de santé va être sauvé avec plus de personnes dans le système de santé. Impossible. Plus tu rajoutes de monde, plus tu crées de la friction, parce que plus tu as besoin... Puis la structure est impossible. Elle est déjà à terre. Là, si elle allait dans le futur trouver la solution à notre système de santé puis qu'il essayerait de l'implanter 50 ans trop tôt, ça ne marcherait pas parce que juste le fait que les gens disent « tu m'amènes du changement, je suis contre », même si on sait que c'est la solution, ça ne fonctionnerait pas. La seule chose, ça prend des technologies de rupture ou des changements de société comme l'intelligence artificielle où n'importe qui est capable de devenir programmeur. Là, tu as tous les programmeurs qui disent « ouais, mais c'est pas des vrais programmeurs, c'est du vibe coding, des choses comme ça ». Mais là où c'est intéressant, c'est que les gens, un architecte, un ingénieur, un plombier, n'importe quel a sa spécialité puis son expertise, puis il va être capable d'aligner correctement le niveau d'affaires et non pas la façon de faire. L'intelligence artificielle a la particularité de faire peur au niveau environnemental. OK, mais ils travaillent fort à améliorer ça, puis plus ça va être performant, plus économiquement, ça va être rentable pour les compagnies. Fait qu'ils ont un incitatif à optimiser la consommation parce que les autres, ça leur coûte trop cher. Fait que s'ils veulent augmenter leur profit, fait qu'on est dans une formule gagnante. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui disent on va perdre nos emplois, mais il y a des nouveaux types d'emplois qui vont se créer. Absolument. Chez Dévolution, on a un département IA maintenant qui est juste pour côté, pas programmation, mais côté affaires. Donc, légal, RH, marketing, support, vente. Fait que ça, ces emplois-là n'existaient pas. Puis n'importe qui va pouvoir un jour avoir peut-être un employé. Imaginez qu'on serait capable, à coût faible, de créer des espèces de warp zone qui te permettent de traverser le fleuve, puis que la limitation qu'on a, c'est pas plus que justement la largeur du fleuve. On peut pas aller partout. Chaque ville le long de notre fleuve
pourrait avoir au lieu d'un pont parce que ça coûterait pas cher. Pourquoi il n'y a pas de pont partout? C'est parce que c'est trop dispendieux. Fait que l'intelligence artificielle amène des choses qu'on n'avait pas imaginé un jour être capable. Puis au niveau de la société, si c'est bien géré, je comprends les notions d'éthique, des choses comme ça, on va peut-être avoir des meilleurs médicaments, on va peut-être avoir des meilleurs matériaux, plus légers, plus économiques. Il y a des gens qui vont se pencher parce que l'humain reste quand même très intelligent, puis il faut l'orienter. Puis c'est pour ça que je suis un optimiste sur l'intelligence artificielle. Puis de toute façon, ceux qui sont contre, si on n'embarque pas, c'est les Chinois qui vont nous ramasser. Puis on va tomber sur une domination chinoise parce que nous, on ne voudra pas s'en mêler. C'est pas un peu déjà commencé, des fois, ça me fait que... Bien, je te dirais que c'est quand même touché. Même nous, notre relation avec la Chine est changée. On évalue la possibilité d'ouvrir en Chine. Au niveau entrepreneurial, je pense que la plus grosse barrière qu'il y avait, c'était la langue. Puis, ce qui est vraiment intéressant, là, Ça va changer, ça? Ah oui. C'est définitivement. Puis, quand je dis que ça va changer au niveau société, bon, vous n'avez pas de PlayStation, vous avez peut-être été en vacances dans le Sud. Ouais. Ouais. Quand tu arrives dans un resort, ils t'amènent le menu en espagnol et en anglais. Ouais. Tu en as peut-être déjà frappé un qui avait 3 langues, anglais, français, espagnol. Tu dis, waouh, c'est en français. Mais avec l'intelligence artificielle puis le côté numérique, si tu as un Finlandais qui vient à Montréal, qui s'en va à la cage au sport, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas avoir son menu dans sa langue. Absolument. En mandarin, en finlandais, je sais pas, en japonais. Toute cette universalité-là est en train de s'ouvrir, puis ça va devenir le standard que les gens s'attendent. C'est ça qui arrive aussi. Tu sais, au niveau marketing, au niveau rédaction, tout le monde se dit hey, tout le monde va utiliser l'IA pour rédiger. Ouais, mais t'es bien mieux de pas avoir une typo ou une faute d'orthographe, ça va être inexcusable. Tu sais, c'est ça que la barrière monte. Puis si on ne l'intègre pas dès maintenant dans nos entreprises, dans nos vies, oui. ben là, puis c'est sûr qui s'opposent à ça, c'est les mêmes qui s'opposent à Internet, là, on s'entend. Là, Oui. c'est comme un inévitable. Là, mais le problème dans les entreprises, c'est que les employés sont très inconfortables avec le changement. Mais une entreprise qui ne change pas et qui n'évolue pas, c'est une entreprise qui est sur le bord de te faire perdre ta job. Sauf si tu travailles dans un... Même encore là, je m'en dire, si tu travailles dans un endroit comme le gouvernement, mais même le gouvernement parle éventuellement de réduction d'emploi. C'est sûr que lui, il va falloir qu'il Fait qu'à un certain moment, il faut changer un petit peu. Il faut juste pas créer un stress, mais il faut créer quand même une certaine pression parce que c'est épeurant à quel point les gens vont créer ce qu'ils veulent éviter. Il y avait, je ne sais pas si vous avez ça, un Roomba. Tu sais, le super intéressant des fois comme histoire, c'est que Roomba, il y avait... Amazon était supposé d'acheter Roomba. Puis l'antitrust européen a décidé que ça allait faire un trop gros monopole avec Ring et tout ça. Fait qu'ils ont refusé Amazon d'acheter Roomba. Roomba est tombé, je pense que c'est l'été passé, ils sont tombés en faillite. Et qui a racheté Roomba? Une entreprise chinoise. Ah ouais, hein? Fait que là, toutes les données, parce que le Roomba, quand il se promène, il prend des photos de toute ta maison, il a tout cartographié, lui. Ben là, c'est dans des serveurs chinois. Ouais. Il y a plus, fait que des fois, l'antitrust ou des fois, les normes créent ce qu'on veut éviter. Je ne sais pas qu'est-ce qui était le pire. Dans les mains d'Amazon ou dans les mains de quelqu'un qui a accès à toutes des données pour... Tu vas dire, c'est peut-être pas si grave, mais si tu veux faire un assassinat politique dans un pays où tu as déjà cartographié des choses, ou tu sais, il y a des choses qui sont beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations sensibles. Il y avait un scandale avec Roomba où il y avait des photos nues. Parce que les gens, tu as la petite machine qui prend les photos. Parce que pour détecter les obstacles, c'est toutes des photos qui sont envoyées dans le cloud. Tu sais, ça a des sensors, mais beaucoup de photos pour faire l'analyse d'images. Fait que tu avais des gens qui étaient nus à la toilette de façon disgracieuse quand même. Le Roomba passe, tu t'imagines rien. Lui, il a pris des photos de toi, dépendamment de l'angle. Où est-ce que tu étais? Tu sais, c'est toutes ces petites subtilités-là qui, des fois, il faut faire attention à ce qu'on... Puis l'Europe le vit parce que l'Europe, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est excessivement sévère. Fait qu'ils se font complètement dépasser par les Américains et par la Chine. C'est plus encadré en Europe. Puis les lois sont très... Tout ce qui est vie privée, tout ce qui est... Plus que nous. La blague, c'est que les Américains innovent puis les Européens légifèrent. Ça avantage. Mais ouais. Je vois. Mais c'est fascinant, hein, ce domaine-là. Moi, ça me fait... Comment tu l'utilises au quotidien chez vous? Bien, nous autres, chez Dévolution, au mois de novembre, on a formé tous les employés. Puis je suis passé de « il faut que tu l'utilises, sinon dans 2 ans, ça va être difficile d'avoir un emploi » à « dans 1 an, à là, tu ne travailleras plus chez nous. » OK,
C'est parce que tu n'auras pas parce que je veux forcer. Puis il faut l'utiliser avec discernement, là. Ouais. Ça, c'est important parce que je l'ai vécu. Puis ça, c'est intéressant. Vous allez voir, les gens qui vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle vont voir un gros, gros gain de productivité. Boum! Un gros gain de non-productivité. Puis après ça, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que l'IA génère tellement de choses qu'à un certain moment, tu vas te générer du travail, des documents, tu sais, des résumés de meetings que tu ne lis pas. Fait que c'est plus des résumés, ça va générer trop de bruit. Fait que ça, mais ça fait partie des phases. OK. Fait que ceux qui vous parlent juste de la productivité de l'IA et qui n'ont pas connu la chute, ils sont pas rendus au next level. Fait que nous, comment qu'on l'utilise? On l'utilise à toutes les sauces parce que j'appelle ça IA First Mindset. C'est qu'il faut revoir comment on structure notre pensée. La période noire d'Internet en termes de recherche, qui était pourtant une période glorieuse, pour moi, c'est Google. Parce que quand que l'Internet est arrivé avec les recherches, tu as appris à chercher en mots-clés. Restaurant, Berthier, bière, locomotive. Mais là, on a tout cassé le pattern de nos parents à dire Papa, arrête de raconter ta vie, vas-y en mots-clés. Mais avec l'intelligence artificielle, le contexte est super important. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est génératif avec l'histoire. Puis plus tu donnes de contexte, plus ça va être précis. J'aimerais, après mon match de hockey, pouvoir aller prendre une bière. Mon match est à Berthier. Oui, je suis de Mirabel, il est à Berthier. Je veux un endroit quand même cool. Il n'y aura pas d'enfants. C'est pas trop bruyant. Boum, locomotive. Tu sais, au lieu de... Fait que tu racontes sur tes intentions. Fait que il faut tout changer. Puis plus tu donnes du contexte, mieux c'est. Une anecdote chez nous, chez Dévolution, c'est qu'on a un chatbot qui répond pour les ressources humaines. On a un manuel d'employé. Puis à un moment, il y a une question qui a été posée, puis le chatbot a inventé une réponse. Fait que là, oui, c'est génératif. Puis là, la réponse n'était pas dans le manuel. Fait que là, il y a du monde qui connaissent le manuel par cœur. On dit, faites attention, c'est pas une vraie réponse. 2 réactions possibles. Ceux qui détestent l'intelligence artificielle vont dire, c'est de la cochonnerie, on arrête ça. Il hallucine. Puis d'autres comme moi qui vont dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le vrai problème? La réponse était-tu bonne, ça? Non, c'est que le manuel d'employé n'est pas complet. OK. Fait que si tu veux régler le problème, tu ne sacs pas le chatbot dehors, tu fixes ton manuel d'employé. L'intelligence artificielle met en la lumière tes lacunes, mais il génère une réponse au meilleur de sa connaissance. Ouais. Après, tu peux essayer de dire, ben si tu ne trouves pas la réponse, dis que tu ne trouves pas la Mais réponse. lui aussi, des est en choses comme ça. évolution. Tu sais, dans 5 ans, Oui. l'intelligence n'est même plus où on est là. Mais sa réponse était quand même crédible, elle n'était Ouais. juste pas exactement ça. Il l'a généré à partir. Fait qu'à partir du moment où tu comprends que c'est génératif, il faut que tu lui donnes du contexte. Tu sais, un des trucs que je donne aux gens quand ils utilisent l'intelligence artificielle puis qu'ils te génèrent, mettons, tu fais générer ton CV. Fait que tu vas lui donner un contexte, puis tu lui dis sur 100, tu te donnes combien au CV? Il va te dire, ton CV est 60 sur 100. Oui. Puis il va te dire pourquoi. Puis là, tu vas dire, arrange-les. Fait que là, il va dire, je trouve que ton ton est un peu directif. Puis là, plus tu vas lui donner du contexte. Moi, je m'en vais dans un endroit cool. Je viens faire... tu sais, si tu t'en vas au gouvernement, tu vas le vouloir comme ça. Mais si tu ne dis pas le contexte de comment tu veux l'utiliser, c'est ça qui est puissant. Mettons, tout ce qui est traduction, c'est que tu as le contexte de qui tu es, tu as le glossaire. Nous, on va implanter plus de traduction automatique parce que on va s'occuper anglais, français, puis peut-être allemand, mais il va y avoir plus de points de contrôle quand tu vas dire de le traduire en néerlandais. Bien, s'il est capable de voir c'est quoi en français, c'est quoi en anglais, il va arriver plus proche. Fait que, par exemple, si tu as un kill switch, tu sais, c'est un commutateur d'arrêt, c'est pas un commutateur de mort. Fait que lui, il va voir anglais, français, fait qu'en néerlandais, j'ai aucune idée ce que c'est, mais il va comprendre que tu ne fais pas une traduction mot à mot. Puis il va être capable de générer quelque chose. Fait que plus tu lui donnes du contexte, plus c'est intéressant. C'est ça qu'il faut changer notre mindset, de la façon qu'on attaque le problème. Moi, il m'aide beaucoup dans mon entreprise au quotidien, mais c'est parce que ça fait comme un an et demi que j'y parle. Qu'il me connaît, puis que, tu sais, il y a les prix, il y a les cafetières qu'on aime installer, puis tout ça. Exact. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, c'est facile pour lui de répondre quasiment 100%. Il l'a entraîné pas mal. Toi, ben oui, je l'ai entraîné vraiment beaucoup, tu sais. Fait que, mais si je recule de mettons, juste 3 mois, ce qui me sortait, c'était... Il y avait encore beaucoup de corrections à faire. Il faut que tu lui donnes du contexte. Exactement. Puis, tu sais, c'est intelligent. Le courriel que je fais à David ou le courriel que je fais à Will ou à Émile, c'est pas le même. Là. C'est pas le même ton, c'est pas la même. Fait que, il faut que tu y expliques, justement, comme tu disais, le contexte. Là. C'est important de ne pas négliger que si tu prends le pire joueur de la Ligue nationale aujourd'hui, là, au hockey,
Il est meilleur que moi, pareil. Ah oui, peut-être, mais c'est même pas ça. D'après moi, si tu l'amènes avec son équipement d'aujourd'hui, dans les années 60, il est meilleur que le meilleur de ces années-là. Pourtant, c'est le pire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est tout le temps un shift. Il y a toujours... Puis c'est intéressant parce que si tu prends l'université Harvard, OK? Tu as toujours, dans n'importe quelle université que tu vas, MIT, Harvard, McGill, l'Université de Montréal, l'UQAM, tu as toujours 50% du monde en bas, 50% du monde en haut. Ouais. C'est normal, là, c'est une distribution statistique. OK? Fait que la personne qui est à Harvard, qui est en bas de 50%, pense qu'elle est idiote, j'exagère, versus l'autre, mais cette personne-là, si tu l'avais mis dans une autre université moins intéressante aux États-Unis, aurait peut-être été dans le top 50 en haut. Absolument. Tout est relatif. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il va rester cette espèce de les meilleurs. Parce que moi, les gens les plus intelligents au bureau, ils sont solides avec l'intelligence artificielle. À partir du moment où tu as cassé la barrière, il y a quand même des barrières de « je vais perdre ma job et des fois, ils hallucinent, tout ça. C'est sûr, tu es le conducteur. Là. Puis mon exemple, c'est « t'as-tu déjà passé tout droit en drillant dans Gigi Proc? » C'est sûr. Ouais. Absolument. C'est sûr. Puis depuis ce temps-là, tu utilises un tournevis à main parce que toi, tu veux ta rénovation, tu vas le faire à main parce que tu passes pas tout droit. Non. Apprends à gérer ta maudite drill. Tu vois-tu, c'est ça qu'il faut changer. Je comprends Même les qu'on trouve les studs. Ça se peut, ça. Tu as un petit trou dans le mur jusqu'à temps que tu le trouves. Hein, Puis être bon à patcher. là. Hey, faut pas t'enlèves la TV derrière chez nous. Là. Non, c'est ça. Fait que tu vois, c'est un peu ça au niveau... Tu sais, là, j'ai pas tant parlé de tech. J'ai parlé plus d'approche de société. Comme entreprise, nous, ça part du président, qui est moi, qui dit ça le prend, puis ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas voulu suivre la formation, je suis allé voir personnellement pour leur demander pourquoi. Puis T'as eu beaucoup de réticences chez vous? Ou? Correct quand même, parce qu'on reste une compagnie comme ça, mais tu sais, les gens, les programmeurs, mettons, qui aiment programmer, honnêtement, j'en ai rien à foutre que tu aimes programmer. Il faut que tu apprennes à créer de la valeur pour tes clients, parce qu'on n'est pas des artistes, là. Tu sais, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, tu n'auras pas d'emploi, là. Tu sais, c'est ça qu'à un certain moment, il faut que tu aimes faire évoluer les choses. Puis on a parlé d'entrée de jeu. Moi, j'aime faire évoluer les choses. Fait que des gens comme moi qui ont moins de temps de programmer, mais c'est incroyable ce que je suis capable de générer parce que je connais beaucoup de détails, vu que ça fait longtemps que je suis en entreprise. Je suis capable de guider correctement l'intelligence artificielle à fouiller dans les bonnes sphères de notre code source ou dans les bonnes sphères de l'entreprise, puis faire des choses que j'étais pas capable de faire. Cette formation-là, juste pour te dire comment c'est game changer, là. Nous, ceux qui sont programmeurs, là, dans la formation, c'était 4 semaines. C'était donné au United Kingdom, fait que c'était à distance. Ils nous demandent, prends quelque chose que tu n'as pas le temps de programmer dans ton historique, puis essaye de le faire. Estime combien de temps ça va te prendre. Moi, j'ai pris quelque chose, je me dis, je l'estime à 3 semaines. Je commence à le faire avec la méthode, c'est-à-dire tu crées un plan, fait que tu travailles plus fort avec l'intelligence artificielle à faire un bon plan. Puis quand ton plan est fait, tu demandes à l'intelligence artificielle de te le construire, de le générer. Fait que ce qui m'aurait pris, selon moi, 3 semaines, combien vous pensez de temps que ça m'a pris? D'avant-midi. 2 heures. Ben, 2 heures. Quelque chose que j'avais pas le temps de faire. Ouais. OK? Tu sais, tu vas dire, oui, mais l'intelligence artificielle, moi, je suis dans l'aéronautique, c'est super normé. Il y a 1000 tests. Avec l'intelligence artificielle, tu vas en générer 10 000. Ouais. C'est ça. Puis là, tu vas dire, oui, mais il y a des méchants qui m'attaquent dans la cybersécurité. Ils me bombardent avec l'intelligence artificielle. Comment tu penses que tu vas te défendre avec l'intelligence artificielle? C'est ça. Force qu'on force. Exactement. C'est ça qui est difficile. Je te pousse, tu me pousses. Fait qu'il faut revoir sa façon d'attaquer. Moi, j'ai une autre histoire. J'ai un de mes employés. C'est lui qui est à Ottawa. Paul, incroyable Paul. Lui, il a un historique, là. C'est le genre de Forrest Gump, pas au niveau idiot, là. Je fais attention, mais Forrest Gump, dans le film, ceux qui l'ont vu, Il a est tout en fait dans la marge vie. de toute l'histoire. Ouais. Paul, c'est incroyable. Et, il a travaillé à Silicon Valley. Quand on était allé à Silicon Valley, il nous a fait visiter l'endroit où Steve Jobs se stationnait. Il y a des histoires débiles. Puis lui, il a fait le App Store de BlackBerry. Il y avait 6 mois pour construire le App Store de BlackBerry, OK? Puis comment BlackBerry fonctionnait? Ils ont créé 2 équipes. BlackBerry, pour ceux qui se souviennent, là, Ouais. c'était l'apogée Eux, ils avant. l'ont échappé. Là. Justement, Apple leur rentrait dedans. Là. Lui, il y avait 6 mois. Comment ça a fonctionné? C'est qu'ils ont fait 2 équipes.
Une à Waterloo, une à Ottawa. Les deux ne se parlaient pas. Les deux avaient 6 mois pour faire le App Store. C'était que le meilleur gang dans la même compagnie. Fait que Wow. Tout travaillait pendant 6 mois que ça allait peut-être être jeté aux poubelles. Puis Paul, justement, il a bâti ça. C'est lui qui a gagné la bataille. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est ça que tu peux faire. Tu peux dire, je ne sais pas comment je vais le faire. Pars 3 agents en parallèle, essaye avec 3 stratégies différentes. Tu regardes le résultat. Puis finalement, avec le résultat des 3, tu en génères une 4e qui est un hybride de tes meilleures stratégies. Wow. Puis ça, tu fais ça en 2 heures. Tu peux pas partir 4 projets de 3 semaines. Non, T'es trop loin. impossible. Le time to market va être réduit. Tu peux expérimenter, tu peux faire des maquettes. Tu restes le conducteur. puis tu Si vous restes pensez intelligent. que le monde va vite là, tantôt, il va aller vite en tabarouette. Là. Oui. Tu sais, c'est fou. Là. Oui, mais le monde... Ça te fait-tu peur? Pas moi. Non, ça fait pas peur. Je sais à qui ça va faire peur, par contre. Ouais. Tu sais, puis en fait, ce qui me fait peur, je vais te dire, c'est quoi? C'est le gap générationnel avec mes parents, par exemple, qui, eux, l'intègrent. tu sais. J'ai de quoi pour toi. Vas-y. L'intelligence artificielle est hyper permissive. Un des trucs que je peux te donner aussi quand tu utilises l'intelligence artificielle, utilise le vocal. Si Ben tu oui, fais tout le temps. 30 secondes de vocal, c'est mieux que 5 minutes. Parce que toi, tu vas faire des des répétitions, des ci, des ça. Lui, la première chose qu'il va faire, c'est faire un sommaire structuré. Puis ensuite, faire la recherche. Fait que pour l'autre génération, c'est hyper permissif. Tu sais, on a connu les Siri, les Alexa, toutes ces affaires-là. C'était pas si permissif parce que fallait que tu dises On exactement. n'aimait tout pas vraiment ça. Non, Moi, j'ai jamais aimé ça. là. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est sémantique. Ouais. Ça comprend le contexte. Puis, tu sais, si tu dis, j'ai une base de données, puis tu dis, je cherche des fruits rouges, il va être capable de trouver des pommes. Mais si tu étais en linguistique, il faudrait t'écrire, trouve-moi des pommes, puis écris pas POM, là. Non. Ouais, non, c'est ça. Fait que la sémantique, parce que c'est comme un gros réseau de probabilités. C'est comme ça que l'intelligence artificielle fonctionne. Est-ce que David Hervieux aime mieux être programmeur ou entrepreneur? Hey, c'est une très bonne question. Les deux sont intéressantes. Où est-ce qu'on est chez Évolution présentement? On joue macro. Je suis vraiment dans... J'ai jamais été autant dans des stratégies. On fait beaucoup, là, on est dans des micro-acquisitions. Les gens parlent beaucoup d'acquisition de M&A, Merger and Acquisition. Super intéressant. Tu t'en vas faire un webinaire là-dessus. Là. Ils vont faire A, B, C, D. A, B, C, c'est tout ce qui est avant l'acquisition, puis D, c'est l'intégration. Ça devrait être A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, parce que l'intégration, c'est hyper compliqué. Fait que ce côté-là, j'aime ça, mais on en a fait une à Ottawa, on en a fait une à Madison, aux États-Unis. Là, on regarde pour une à Barcelone, qui devrait être annoncée bientôt. C'est quand même intéressant, ce jeu-là. C'est pas du Richard Gere, comme je disais. C'est au contraire. Nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va chercher des gens de talent. On les intègre. J'aime ça. Mais la programmation, je revis grâce à l'intelligence artificielle. Parce que c'est vraiment ma passion, de pouvoir créer des choses, de pouvoir voir. Puis c'est ça que c'est important quand on engage des gens. Ça prend des gens qui sont contents quand les utilisateurs sont contents. Chez nous, ce que j'aime dire, c'est que si tu te trouves bon, mais les gens ne te trouvent pas bon, ben t'es pas bon. Puis là, on parle pas de jalousie, là. Parce que tu crées pour quelqu'un. Ouais. Un utilisateur. Puis la façon qu'on fonctionne chez Évolution, là, c'est qu'on est des départements de services, même dans les départements standards. Les ressources humaines, c'est un département de service. Le légal, c'est un département de service. Le support, c'est un département de service. Les TI, c'est un département de service. Puis ça veut dire, c'est que les employés reçoivent un sondage, savoir si les ressources humaines font bien leur job. Souvent, dans les entreprises, les ressources humaines sont responsables de l'embauche. Chez nous, ils sont un aide à l'embauche. Fait que si le chef d'équipe, il trouve que les ressources humaines mettent du sable dans l'engrenage, les ressources humaines sont mieux de se guérir parce que moi, je vais retomber dans le bureau pour leur rappeler qu'ils sont un département de service. Assure-toi que le chef d'équipe soit content de t'appeler, que tu crées de la valeur dans l'entrevue, que tu ne fais pas déraper que tu poses des bonnes questions parce que tu es un département de service. Ça change complètement. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour les autres. Fait que c'est le fun, puis ça fonctionne bien. Les TI ont besoin d'écrire des billets. Tu sais, dans une grande entreprise, il faut t'écrire un billet quand tu as besoin d'une souris. C'est pas vrai. Toi, comme utilisateur, tu veux juste une foutue souris. Eux autres, ils ont besoin du billet pour se structurer. Fait qu'on essaye le plus possible que ça soit smooth, puis qu'eux autres soient capables de se structurer. Tu as le droit de travailler sur des outils qui vont faire que c'est pas compliqué tes questions, puis que n'importe qui peut demander une souris. Ou bien, comme dans notre cas, on a un endroit où c'est un libre service. Fait que des fils, des clés USB, tu les prends. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a peut-être des employés qui abusent. Il faut juste gérer les abus. Ouais.
Mais bon, tu sais, c'est quand même intéressant. Ce que Marie-Lou parlait un peu Oui. avant que le podcast commence, c'est que les ressources humaines, c'est quelque chose de vraiment important chez vous, que les employés soient bien puis tout ça. Oui. Explique un peu, c'est comment que. Ben, nous, on a à t'arrives peu près tout là, au bureau. Tout. Tu sais, on a un gym, on a 2 simulateurs de golf, on a un simulateur de course qui vaut plus cher qu'une Toyota Corolla, on a des tables de poule, on a un écran géant style cage au sport, on a... on les monte, mais pas trop souvent. On brague pas là-dessus pour une raison, c'est que je veux pas que les gens viennent pour ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu viennes pour le défi, pas pour le baby-foot, pas pour tout ce qu'on a, les board games. On a une salle avec un casse-tête de 40 240 morceaux. Il est presque fini. Ça fait plus qu'un an qu'ils sont là-dessus. Tout le monde travaille là-dessus. On a des Legos que tu peux faire en team building. On a plein de choses. C'est super cool. Mais on travaille dans les ligues majeures. Il faut que les gens viennent pour le défi. Si le défi ne t'intéresse pas, si le changement, l'évolution, tu vas être malheureux. Viens pas dans une prison dorée. Fait que c'est pour ça que les ressources humaines sont importantes, mais sont là pour créer des liens. Ouais. Je suis pas un fan du télétravail parce que moi, je suis une personne humaine puis je veux que les gens puissent se joindre. Puis souvent, tout est dans le détail. Nous, on a 3 bistrots, un par étage. On a quand même un grand building à Lavaltrie. Puis J'imagine, on a une avec grande tout ce qui- cafétéria. Fait que la grande cafétéria, ben la nourriture est là. Dans le bistrot, tu as des choses à boire puis du café, mais tu n'as pas de nourriture. Tu n'as pas les chips, tu n'as pas les bâtons, tu n'as pas l'espace pour faire tes toasts. Ça, c'est dans la cafétéria. Mais l'idée, c'est de faire des collisions. C'est que les gens, la personne de qualité assurance, le QA, puisse rencontrer la personne de support, la personne de développement puisse rencontrer la personne de cybersécurité, ainsi de suite, pour que Je les trouve ça gens... tellement important. Même moi, je sais que c'est pas tout le temps efficace. Je suis même pas un fan des courriels. Moi, j'aime ça appeler. Je lève la ligne. J'aime ça avoir le feedback de la personne, le contact. Moi, je le trouve important. Ben moi, ce que tu dis, c'est pas mal mon discours à tous les jours. Là. Je suis un gars de pause café en entreprise. Ouais. Fait que c'est que ça que j'explique au monde. Là. C'est le fun, justement, se rassembler puis tout ça. Puis t'aimes mieux ça qu'ils partent. Il y a beaucoup de problèmes qui se règlent autour de ta machine à café. probablement. Oui, absolument. mais c'est Parce que là, là que les gars- c'est là que les personnes se les rencontrent. activités que je te parle, c'est pour Ouais. créer des liens. Ouais, Tu sais, on absolument. a des machines à boules, on a à peu près n'importe quoi qui sert. Dès que ça ne sert pas, ça sort. Tu sais, on a déjà eu une table de hockey, elle ne servait pas, sortie. Puis c'est pas que c'est pas correct, mais les gens... Pas qui restait pogné dans le coin. là. Ouais, peut-être. Non, mais des fois, ça a l'air cool. Tu sais, au niveau de notre gym, là, on a bien de l'équipement. Un temps, la mode, c'était, au début, c'était le spinning. On avait des vélos de spinning. À un moment donné, tu ramasses la poussière, tu sors ça. Ça se dépile la thèse. Là, ça pilates, oui, c'est drôle que tu Ouais, dis ça. ça mais va là, être chez vous, Napoléon, si je comprends non, mais on a une bien. place pour le yoga, tu sais. Ah, ok. Fait que, ou les pilates. Évidemment. Mais c'est quand même intéressant, cette philosophie-là, de dire on crée des collisions. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a des maisons pour les stagiaires, on a des espaces pour les employés. La Valtrie, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de motel. Fait qu'on a plein d'endroits pour les gens quand ils viennent d'Europe, d'Ottawa ou des États-Unis pour les héberger, créer des liens. Les gens qui viennent d'Allemagne, d'Autriche, ben, on est capable de les héberger. Puis souvent, ils viennent 2 semaines. On leur loue une voiture, ils peuvent sortir de la Valtrie. Là, on s'entend qu'on les encabane pas. Mais c'est quand même intéressant. Ils viennent au bureau. Puis souvent, ben, ils vont jaser avec d'autres collègues, des choses comme ça. Là. Ah, Fait que, c'est tu sais, très cool. c'est là que les ressources humaines sont super intéressantes, mais il faut faire attention. Puis il faut être sûr que les gens comprennent que ça vient avec... il faut que tu aies le désir de créer quelque chose. C'est comment tu grandir. légifères ça, mettons, l'utilisation de tout ça. J'ai un truc facile. Ils me connaissent tous. S'il faut, je gère pas. OK, c'est ça. Je comprends très bien. Tu ouais. comprends? Ouais, absolument. Puis tout est dans le détail. Check bien. Avant, on faisait le mercredi, on faisait des dîners. C'était gérant. On encourageait les restaurants. À 50, ça commençait à être tough. Il a fallu en discarter certains qui étaient plus capables de livrer. Puis à un moment, on a cassé ça. Là, les gens par équipe avaient un pool, puis ils peuvent aller. Puis là, je vais revenir sur ce qu'on faisait avant. On s'est dit, on va faire de la pizza. Ben, quand on faisait de la pizza, ben, on faisait venir des frites, puis il y avait de la pizza. Là, on aurait fait pas une porte ouverte, mais une petite ouverture officielle de notre cafétéria. Fait qu'on a commandé des pizzas des 4 pizzerias de la Valtrie. Fait qu'il y avait 52 extra larges. Ils étaient là. Ça a super bien été. Il n'y a pas de frites. Fait que là, tu vas avoir un employé qui va te dire « Hey, la prochaine fois, ce serait cool d'avoir des frites. » Tu passes de quelque chose qui crée de la valeur à quelque chose qui devient un bordel. Parce que gérer des frites pour 150 personnes, impossible. Ouais. Il y a quelqu'un qui va en prendre trop. Il va en manquer, ils vont être froides. Les pizzas, c'est les pizzas. Fait que la ligne entre ce que tu peux faire, ce que tu pouvais faire, puis ce que tu devrais faire, là, c'est souvent dans le détail. Tout se joue dans le détail. Puis je te dirais, mon
pas conseil, là. Les gens, ils détestent quand les entrepreneurs sont dans le micromanagement. C'est vrai. Mais les entrepreneurs doivent être dans le détail. La différence entre micromanagement et détail, c'est ça la clé. Steve Jobs, il était dans le détail. Il n'était pas dans le micromanagement. Des fois, je suis dans le détail, puis des fois, je suis dans le micromanagement. Ça, il faut que je me batte contre moi-même. J'essaie d'être de moins en moins dans le détail. Mais si le président va sur le site web, puis qu'il n'aime pas quelque chose, puis qu'il dit à l'équipe marketing, il ne faut pas qu'elle soit frustrée, il faut qu'elle soit honorée de se dire, attends, là, le président, il s'intéresse à moi. C'est un programmeur, puis il a une opinion. Je ne suis pas anonyme, pertinent ou non, mais il y a quand même il faut avoir une certaine réception. Steve Jobs, moi, j'ai lu son livre, puis j'ai bien aimé son histoire et sa vie, puis tout ça. Là, lui, c'était un fou, là, c'était un maniaque. Quand tu ouvrais l'ordi, il fallait qu'il soit beau à l'intérieur. Les autres, les concepteurs, ils trouvaient fou. Je dis, non, là, je dis, stand dedans. Puis, en tout cas, lui, c'était les détails là-dessus. Mais savais-tu que Steve Jobs se stationnait toujours à la même place, dans le stationnement pour handicapés? Ah. Lui, là, Steve Jobs, il avait à chaque 6 mois, il changeait sa Mercedes parce qu'en Californie, tu as le droit de ne pas avoir de plaque d'immatriculation pendant 6 mois. Fait qu'à chaque 6 mois, il changeait sa voiture pour pas avoir à avoir une plaque. Il se stationnait tout le temps dans le stationnement pour handicapés sur le campus, parce que lui, il n'a pas connu le nouveau campus d'Apple, sur le campus, parce que c'était la place la plus proche de l'entrée. Puis en Californie, ben les places les plus proches, c'est toujours les places pour handicapés. Il n'y a personne qui osait prendre sa place. Il n'y a personne qui donne un ticket. Ça reste quand même un campus privé. Fait que lui, il prenait tout le temps ça. Puis tu regarderas, tu googleras des photos Steve Jobs parking. Tu reconnaissais sa Mercedes parce qu'il n'y avait pas de plaque. Fait qu'il était maniéré sur... Moi, je trouve pas ça esthétique d'avoir une plaque d'immatriculation, là. Ah ouais, puis fou, hein? c'est lui qui s'habillait toujours pareil, identiquement. Quand même, dans la présentation, mais c'était pas un gentil, là. Non, mais tu sais, il y a plein d'histoires dans son livre qui comptent. Là, il n'a pas été apprécié de ses employés. Là. Non. Même Steve Wozniak, il était rough avec, il était rough avec tout le monde autour de lui. Là. Fait que non, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas un modèle là-dessus, mais d'être dans le détail, il y a moyen de faire ça. Là. Concrètement, chez Dévolution, c'est quoi le plus beau projet que vous avez fait? Oh! Selon toi, le plus c'est cool. majeur, dans le sens c'est majeur, c'est long, c'est d'avoir réussi à faire une compagnie qui a des ramifications internationales à partir d'une plus petite ville, pas dans un grand centre urbain. Là. Je pense que c'est intéressant, puis je pense que c'est intéressant de dire aux autres que le monde est à notre... qui est accessible. Tu sais, j'avais un concours que j'avais fait à un certain moment, c'était Jeune Leader International, puis je l'avais pas gagné. Mais ça avait bien été quand même l'entrevue. Puis après ça, j'avais rejasé avec des gens ils m'avaient dit, David, tu sais, t'es bon, mais quand ils t'ont posé la question, tu sais, c'est quand même international, tu voyages-tu? Moi, je voyage pas. Fait que j'avais dit que je voyageais pas, puis tout ça. Fait que j'avais perdu beaucoup de points, là. Une couple d'années après, j'avais refait le concours. Ah, je voyage. Non. Je voyage. Non. Ah non, je suis pas menteur. Ils me disaient, tu voyages-tu? Je dis, mais voyons donc, je voyage pas. C'est de nos jours, l'Internet, les barrières, c'est l'ancienne façon d'aller dans le monde. Fait que là, j'avais expliqué comment j'étais capable d'être un leader international. Puis j'exagère, comme si c'était ridicule d'être obligé de voyager. C'est l'ancienne façon. Fait que j'avais eu tous mes points, puis j'avais gagné. Fait que des fois, il faut juste amener le contexte, puis je parle pas d'intelligence artificielle, de c'est quoi... Pourquoi tu voyagerais, puis pourquoi ta question dans la grille? Est-ce que tu as un plan de compensation sur non, il ne voyage pas, mais il est capable de voyager virtuellement partout dans le monde? Ce qui était vrai, là, j'avais des clients partout. Là. Fait que, tu sais, pourquoi j'irais voir 3 clients par mois quand je peux en connecter 1000 d'une autre façon? Fait que, c'est optimal. Exactement. Puis j'avais expliqué mon modèle d'affaires, puis ça avait été intéressant. Fait que non, j'avais pas menti, mais j'avais twisté un peu comme des fois quand un règlement municipal existe, mais qui date d'une autre époque qui n'a plus de sens. Là, c'est un concours, fait que je l'avais remis en question d'une façon subtile, mais ça a fonctionné. Écoute, David, nous, on a toujours une question au podcast depuis tous les épisodes. Oui. On a une des maniaques de golf. On pose toujours la question. Toi, ton foursome de rêve, ça serait quoi? Puis ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être, on a eu Jules César. Ouais, on a eu Jules César. Je sais pas de quoi tu parles avec lui. Attends. Il n'y a aucune référence. Là, c'est tous des gens que vous ne connaîtrez pas. Moi, j'étais un grand fan de Jean-Marc Chaput qui est décédé. Oui, Jean-Marc Chaput, c'est un motivateur. Un motivateur. Ouais. C'est une de mes belles réalisations chez Dévolution. 2 fois, j'ai réussi à l'amener. Le monsieur avait 80 quelques années, il conduisait encore, puis il était venu chez Dévolution. Je dirais après Dan Ariely,
connaissez sûrement pas, mais il a écrit un livre, Predictably Irrational. J'adore ce livre-là. Le marketing de dévolution est basé là-dessus. Ça montre à quel point l'humain est illogique dans notre logique. Je ne sais pas combien de temps, mais je peux vous donner un exemple très simple. C'est si tu fais mettons, tu t'en vas t'habiller dans une boutique, puis tu veux acheter un habit Hugo Boss à 2000$, puis que moi, je te connais pas, je te tape sur l'épaule, je te dis, dans la mercerie à côté, là, il y a 20$ de rabais, tu vas l'acheter quand même celui à 2000$. Par contre, si tu es en train de t'acheter une drill chez Canadian Tire, puis je te dis, hey, by the way, là, chez Walmart, la même drill est 20$ de rabais. Je te garantis que tu pars l'acheter chez Walmart puis tu te dis, hey, c'est pas vrai que je vais me faire avoir par Canadian Tire. Je vais en l'acheter chez Walmart. C'est le même 20$. putain de 20$. On a-tu le droit de dire ça ici? Tu as le droit de le même. La valeur numérique, fait que Predictably Irrational, Dan Ariely, tout le comportement humain, comment avec les ancrages, c'est capoté, comment qu'on est illogique. Ça, c'est un comme livre, humain. ça? Oui, il y a plusieurs livres. Okay. C'est vraiment... Ouais, en français, ça s'appelle... Ça peut être C'est américain. vraiment moi qui décide. Là. C'est mon livre préféré. J'en ai des tonnes de copies en arrière, puis dès que j'ai la chance de le donner. Puis le dernier, sur mon foursome... Très dur. Parce qu'à date, tu n'as pas une grosse game, je pense. Là. Non. Ben, je vais prendre Jack Nicklaus d'abord si je veux gagner C'est pour une autre génération. Là. J'aurais bien pris Tiger Woods, là, mais bon, les dernières années, ça a été un peu plus dur. Mais je te Il dirais, doit avoir quelques bonnes histoires pareilles à raconter quand tu jases avec. Ah, c'est sûr. Vraiment. Mais vite, c'est ça à ouais. brûle pour point que Super. je retrouverais. Ben écoute, merci beaucoup, David. Pour vrai, ça a été très inspirant. Ton partage, ton parcours est incroyable. Fait que pour nous, c'est toujours le fun de recevoir du monde de la région puis parler de ça. Puis, ben écoute, merci de ton passage à Ça fait plaisir. On a pu aborder pas mal de sujets J'espère différents. qu'on pourrait On avoir pourra d'autres faire épisodes. une prise 2, prise 3 sans problème.